Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir, nous poursuivons notre série d'émissions, vous le savez, consacrée au cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie avec les accords d'Évian et c'était, rappelez-vous, le 19 mars 62. Ce soir, retour sur une période post-coloniale, retour sur cette décennie noire qui a marqué tous les Algériens et Algériennes en plongeant le pays dans le chaos, le terrorisme les plus abjects et le plus aveugle, faisant plus de 200 000 morts et des milliers de disparus. Je le disais, plus de 200 000 morts, des milliers de disparus, mais n'oublions pas aussi les exilés qui ont quitté le pays, souvent laissant derrière eux des familles et une patrie, il faut le dire, meurtrie. Les blessures sont encore vives. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Anouar Benmalek, qui est donc écrivain et auteur connu pour de nombreux ouvrages. Je citerai entre autres les deux derniers, 50 ans justement, pour les 50 ans, un ouvrage collectif. Et puis bon, le tout dernier, Tu ne mourras pas demain chez Fayard. Bonsoir Anouar Benmalek. Bonsoir. À vos côtés, Samir Bouakuir, un cadre et militant au sein du FFS, aujourd'hui responsable FFS Immigration Paris, le parti de Aït Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Une seule précision, je suis responsable du FFS à l'étranger. Voilà, c'est pas que la France seulement. Voilà, bien, merci pour la précision. Et à vos côtés, docteur Majid Seossine, qui est le porte-parole de l'association L'égalité d'abord. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes un habitué de studio de Sans Transition. Merci, vous êtes un peu loin du studio, plutôt du micro. Et amis auditeurs, vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Invitez-vous dans le débat en nous appelant sur le 08 92 23 34 00. Alors l'actualité, avant bien sûr de revenir sur la décennie noire, direction Toulouse, l'actualité c'est d'abord l'identification de l'auteur présumé de la fusillade de Toulouse, Mohamed Marah, on connaît son nom à présent et il n'a que 24 ans. Comment selon vous on peut éviter ces amalgames, ces stigmatisations, que cette tuerie n'ait pas un impact négatif surtout sur la communauté musulmane qui, faut-il le rappeler, est sérieusement inquiète? D'abord, il faut évidemment condamner Marah sans aucune restriction les assassinats infâmes dont a été coupable cet homme. Et puis, en fait, il y a un lien très fort entre le sujet de cette émission, la décennie noire, et cet assassinat. Cet assassinat, c'est l'assassinat d'enfants, etc., etc. Ça a été la norme des groupes terroristes pendant les 15 ans à peu près qu'a duré, je veux dire, la violence terroriste en Algérie. Donc, pour nous, cette actualité est en fait aussi une actualité algérienne. Je veux dire, dans le sens où les gens maintenant vivent ce qu'ont vécu les Algériens pendant de longues et terribles années. Voilà. Mais évidemment, assassiner des enfants, il le faut condamner sans aucune restriction. On ne s'en prend pas à des enfants, quelle que soit la cause que l'on prétend défendre. Surtout prétend défendre les Palestiniens de cette manière-là, oui. C'est abject. Voilà. C'est desservir déjà la cause, j'ai envie de dire. C'est aussi, au-delà de l'indignation et des consternations, justement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui afin que les politiques évitent justement d'instrumentaliser cette tuerie? Le risque d'instrumentalisation, il n'est pas nul. On a déjà entendu les déclarations de Marine Le Pen ce matin. Cependant, il faut ramener les choses à une proportion raisonnable. Il s'agit pour l'instant d'un acte isolé qui, grâce au ciel, est extrêmement rare en France. J'attends quand même un peu plus d'informations sur la personnalité de l'assassin. N'y a-t-il pas un peu de psychiatrie là-dedans? Ce monsieur a quand même tué des enfants.
a tué des militaires dont on dit qu'ils sont pour d'eux au moins d'origine maghrébine, ce qui prouve que ce monsieur, après un parcours assez atypique, puisqu'il avait même tenté d'entrer dans l'armée, je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, puisqu'on entendait quelqu'un du CIRPA. Il a fait le Pakistan, il a fait l'Afghanistan, il a tenté de s'engager dans la Légion étrangère, dans l'armée conventionnelle. Ce monsieur a c'est peut-être un psychopathe tout simplement, et qui justifierait certains de ses délires par l'islam et d'autres choses. Et grâce au ciel, on peut aussi être rassuré, les Français ne sont pas totalement idiots, et on peut pas leur raconter n'importe quoi. Ils vivent la société est extrêmement mélangée, et ils ne verront sûrement pas dans tous les musulmans de potentiels assassins. Samuel Bouakuir, lorsque Anouar Belmalek dit qu'il y a une transition toute faite entre la décennie noire, puisque l'Algérie a connu effectivement son lot de tueries, vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais d'abord, je voudrais exprimer simplement une indignité par rapport à ce qui s'est passé. Évidemment, c'est un acte horrible, tirer sur des enfants, tuer des enfants de sang-froid est un acte inqualifiable. Alors là où je nuance effectivement, c'est que je dis il ne faut pas rajouter à cette indignation une autre indignation, elle, qui relève plutôt de l'instrumentalisation politique. En écoutant les médias depuis ce matin, j'ai senti comme une espèce d'obsession à vouloir donner à tout prix une signification politique, idéologique, voire religieuse, à un acte qui peut-être relèverait, comme l'a dit, relèverait de la psychiatrie. Voilà. Donc, n'allons pas vite en besogne. Évidemment, il y a la tentation, on l'a senti depuis des mois et des mois. Est-ce que c'est l'approche des élections présidentielles en France qui ça? On a senti une espèce une volonté, une obsession à vouloir instrumentaliser politiquement cette question, à vouloir brandir l'épouvantail de l'islam pour faire peur à la société française, pour effectivement détourner les Français du vrai débat, des vraies préoccupations qui sont les leurs à l'occasion de ces présidentielles, c'est-à-dire les questions politiques et économiques. Donc la tentation va être grande, effectivement, de la part de l'extrême droite, ça ce n'est pas un mystère, on connaît, mais surtout de la part d'une droite, de la droite traditionnelle, de la droite républicaine, entre eux, voilà. En tout cas, là, sans transition, on revient à notre débat ce soir. Bien sûr, on continue avec notre série d'émissions consacrée donc au cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, avec donc les accords d'Évian du 19 mars 62. Des deux côtés, aussi bien côté français que côté Algérie, pas de commémoration officielle de ce cinquantenaire. Alors, le président Bouteflika, dans un discours, a mis plutôt l'accent sur les prochaines législatives du 10 mai prochain. J'ai envie de vous dire justement, première question, pourquoi bouder cette date? Pourquoi des deux côtés on a décidé de ne pas célébrer cette date alors qu'elle incarne un jour de grande victoire, il faut le dire? Anouar Belmalek. Au fond, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Du côté algérien, évidemment, je veux dire, il évite, le pouvoir évite de fêter, en guillemets, le cinquantenaire en fait de l'indépendance, en particulier la signature des accords d'Évian, le cessez-le-feu, etc. Parce que au fond, il sait bien que les gens vont se dire, mais quel est donc le bilan de ces 50 ans? Et ce bilan-là, malheureusement, il n'est pas très brillant. Et les gens sentent bien confusément que l'indépendance n'est pas complète. Tant que les gens ne se sont pas battus pour qu'une caste militaire, représentée parfois par des civils, comme Bouteflika, mais au fond, une caste militaire, prenne le pouvoir. Portée par des généraux. Prenne le pouvoir. Oui. Et donc, voilà, il faut peut-être pas trop appuyer donc sur ces commémorations, parce que, bon, voilà, les Algériens sont pas idiots. Alors, pour vous, le bilan est totalement négatif, ou vous êtes plus ou moins un bilan mitigé, oui, non? Non, c'est-à-dire que... le bilan n'est pas totalement négatif, mais quand je pense par exemple à mes parents, ou à des parents qui se sont battus pour la guerre d'Algérie, des gens qui sont morts, quand on se souvient du sourire de Ben Mehdi,
ils sont pas morts pour que 50 ans après, le même pouvoir soit là à ressasser les mêmes promesses non tenues, etc., etc. Je veux dire, nous avons droit à la dignité. Cette dignité, c'est simplement pouvoir voter librement, pouvoir voter naturellement, être un pays comme les autres. Or, nous ne sommes pas un pays comme les autres jusqu'à maintenant. Le pouvoir semble croire que l'Algérie lui appartient à vitam aeternam et prépare la relève. Enfin, c'est insupportable. On va y revenir. Alors, le doyen de l'opposition, Aït Ahmed, que vous représentez à travers le FFS, Samir Bouakuir, a aussi observé un silence sur cette date-là. On aurait pu entendre aussi la voix d'un historique, comme on l'appelle, le Zaïm du FFS. Pas un mot sur le 19 mars. Est-ce que ça veut dire que Aït Ahmed n'a plus rien à dire, qu'il veut tout simplement aller participer aux prochaines législatives, et on reviendra sur cette participation. Non, mais je dirais tout simplement la chose suivante, c'est qu'il termine le tome 2 des mémoires d'un combattant, donc qui incessamment va paraître. Mais sur cette question, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question des accords d'Évian. Alors pour revenir, pourquoi le pouvoir algérien occulte les accords d'Évian? Alors je parle pas du côté français parce qu'évidemment il y a les élections qui approchent, il y a la question des harkis, la question etc. C'est des questions. On veut pas fâcher, hein, donc le candidat président aujourd'hui. Gérard Languet l'a dit, le ministre de la Défense a déclaré que les blessures étaient encore très vives. Voilà, mais c'est surtout pour ne pas fâcher un électorat potentiel, etc. Pour ne pas fâcher un électorat potentiel. Alors. 7 millions d'électeurs potentiels. Voilà. Donc alors, si les raisons sont connues du côté français, maintenant du côté algérien, pourquoi le pouvoir algérien s'acharne-t-il à occulter cette question? En fait, il occulte la question des accords d'Évian pour mieux occulter en fait une date encore beaucoup plus importante qui a précédé les accords d'Évian. Et qui ne figure pas très peu dans l'historiographie officielle du pouvoir algérien, c'est les événements du 11 décembre 60. Parce que qu'est-ce qui a précipité les accords d'Évian, les négociations? Ce sont d'abord les événements du 11 décembre 60 qui ont amené l'Assemblée générale de l'ONU à inscrire, à voter une résolution. Hein, je me rappelle plus de quelle résolution, 1054 ou 1045, je ne sais plus, mais à voter une résolution qui pose le principe du droit à l'autodétermination du peuple algérien. Il faut rappeler. Ça, c'était une victoire de l'Algérie déjà à l'international. Voilà. Alors c'est important. Alors on occulte les accords d'Évian pour mieux occulter en fait. Qu'est-ce qu'on occulte derrière? En fait, c'est la dimension politique de la lutte de libération nationale. Mais pourquoi ces mystifications, justement? Pourquoi mystifier des dates? Parce qu'on veut occulter le fait que la lutte de libération, que la révolution algérienne est une révolution qui s'est pas gagnée. C'est vrai qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu des gens qui ont pris des armes, mais c'est pas sur le terrain militaire, que c'est sur le terrain politique que la guerre d'Algérie, que la révolution algérienne s'est gagnée. C'est-à-dire sur le plan international, sur le plan diplomatique, le travail extraordinaire qui a été fait au plan international, notamment par M. Hossein Aït Ahmed, qui est président du FFS, mais également le rôle du peuple algérien. Il a fallu, en décembre 60, l'éruption des masses algériennes pour dire nous voulons une Algérie algérienne, répondait aussi non seulement au blocage du système colonial, mais également aux luttes de clans qu'il y avait au sein du FLN. C'est important de souligner ce que vient de dire Samir Bouakuir, à savoir que cette révolution a été aussi menée par le peuple. C'était aussi un soulèvement populaire. Majid Seossine. Alors moi, mon opinion, c'est quand même que le pouvoir, il est beaucoup plus pragmatique que ça, et que on va voir les commémorations. Et toute la célébration de la géographie officielle, elles auront lieu après les élections législatives. À ce moment-là, moi je pense que pour l'instant, la préoccupation du pouvoir algérien, c'est de mener les élections législatives, d'arriver à leur terme et d'obtenir ce qu'on veut comme résultat. Et que, traditionnellement, on sait aussi qu'en Algérie, on commémore plutôt 2 dates. Le 5 juillet. Le 5 juillet et le 1er novembre 54. Le 19 mars, les autres dates sont beaucoup moins commémorées. Il y a beaucoup de dates qui ne sont pas du tout valorisées dans l'histoire officielle, parce qu'une histoire, il faut le rappeler, est écrite par les vainqueurs. On pensait que le cinquantenaire aurait été peut-être le moment pour que les vérités soient dites à Noir El Malak. Il y a aussi, moi, ce qui m'étonne aussi, je veux dire, on voit par exemple la production éditoriale en France qui est extrêmement importante. Mais en Algérie, il y a une espèce de timidité, je n'ose pas appeler d'un nom plus méchant, je veux dire, de la part des historiens algériens. Et moi maintenant, je vois que
la parole est beaucoup plus libre. Il y a des tas de choses qu'on peut écrire, etc. Il y a une espèce de timidité devant cette liberté qu'on pourrait saisir. Timidité, mais aussi il y a un problème crucial qui est l'accès aux archives. Oui, on fait rien pour faciliter le travail des historiens. Lorsque vous entendez aussi l'actuel ministre de l'Intérieur dans une conférence de presse dire que que l'Algérie n'a pas suffisamment d'historiens compétents professionnels, ça pose une vraie question. Oui, mais ça fait partie de cette élite algérienne. C'est une excuse très, très facile, je veux dire. Au contraire, le pouvoir algérien se réjouit du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de production éditoriale. Il se réjouit à tel point il a peur que la moindre parole libre surgisse. Par exemple, et maintenant tout film sur la guerre de libération doit d'abord recevoir l'imprimature du FLN, de l'Organisation des Anciens Moudjahidines. Ça veut dire que le FLN va être juge et parti. Ouais. Or, moi je dis, dans les cinquantenaires, on doit aussi parler. Il y a le côté lumineux de la guerre de libération, il y a aussi le côté sombre. On doit parler aussi, par exemple, des massacres commis par les FLN. On doit parler aussi. C'est un mot qui choque parfois. De la torture qui a été instituée comme moyen de je veux dire pour exercer le pouvoir oui. Contre les Algériens, les Algériens qui ont torturé les Algériens. Je veux dire, quand on voit par exemple, on lit des mémoires d'anciens moudjahidines, on voit que par exemple Amir Rouch, pendant la Bleuite, n'hésitait pas à faire torturer des jeunes Algériens avec cette fameuse torture dite de l'hélicoptère où on brûlait des Algériens sur un canon. Je veux dire, il y a aussi cet aspect sombre qu'il faut dire. Et toutes les exactions qu'il y a eu également, et toutes les éliminations d'hommes politiques de valeur. On parlait tout à l'heure en aparté de Abban Hamdan, on peut également évoquer Krim Belkacem et bien d'autres. Alors une chose simplement, d'abord une précaution. Il est hors de question, parce que c'est un débat qui est en cours dans certains milieux français, de mettre sur le même plan la violence de l'ordre colonial, répressif, spoliateur, qui a fait l'usage de la torture, et la violence la violence qui était induite par la lutte de libération. Il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos ces deux violences comme on tente de le faire, comme a tenté de le faire le documentaire qui est passé sur France 2 récemment. Il y a d'abord la violence coloniale. Donc maintenant, évidemment, il s'agit d'explorer l'histoire. Il s'agit évidemment de libérer la parole. Mais il faut savoir une chose. Là, on a assisté plutôt à une écriture de l'histoire très conventionnelle et officielle, une glorification de l'histoire. L'histoire a été confisquée par le pouvoir algérien parce que l'histoire l'histoire falsifiée sert de moyen de légitimation. En l'absence d'une légitimité démocratique, on fait appel à la légitimité historique. Alors, à l'évidence, les 50 années d'indépendance auraient dû être l'occasion, non pas, comme dit Bouteflika en essayant de comparer les prochaines élections du 10 mai à celles du 1er novembre, ce n'est pas cela, mais les 50 ans d'indépendance auraient dû être l'occasion d'un grand débat en Algérie, faire le bilan de tout ce qui s'est fait depuis 72, ce qui s'est pas fait, de faire le bilan de la confiscation qu'il y a eu en 62, du coup d'État contre le GPRA en 62, qui a instauré un régime autoritaire en Algérie. Alors, ça aurait été l'occasion pour donner la parole aux Algériens, aux historiens, justement pour comment envisager l'avenir, comment envisager le changement aujourd'hui en Algérie, parce que c'est ça la vraie question. Alors vous posez la vraie question, et c'est poser la problématique de la légitimité du pouvoir. Vous l'avez dit en soulignant qu'il y a eu usurpation de ce pouvoir. Ahmed a décidé de l'histoire, de la mémoire. Absolument. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Algérie 2012, nous avons un pouvoir qui n'a pas toute la légitimité, en clair. Qui peut répondre bien entendu, je veux dire. On parle des élections législatives qui sont à venir. On sait bien qu'en Algérie, les élections sont une cérémonie pour adouber les candidats choisis par l'armée, je veux dire. Et donc, tant qu'on restera dans ce schéma-là, je veux dire, on ne peut pas parler d'indépendance. Je veux dire, et en même temps, moi, évidemment, comme vous l'avez dit, une cérémonie. Vous comprenez pourquoi est-ce que soudain, justement, est-ce que c'est l'effet du printemps arabe ou une prise de conscience du FFF? Vous comprenez justement comment un doyen de l'opposition a décidé enfin d'aller à ces prochaines élections? Enfin, moi, je ne jugerai pas de ce que choisit ou choisit pas le FFS. Je dis. Quel est votre décryptage? Moi, je dis, c'est une cérémonie, je dirais. Uniquement une cérémonie, les jeux sont déjà faits, mais moi je dis, dans ce genre de situation, il faut toujours saisir la possibilité de parler.
Donc parler, il y a de fausses élections, mais le débat est possible. Et même avec des élections truquées, je pense qu'il faut parler. Si on a la possibilité... donc Ahmed a finalement opté pour ça. Je pense que... On a un bel exemple avec la Russie. Oui. Alors, la politique alors, de la chaise vide, les motivations, c'est la question qui vous est intéressée, Samir Bouakuir. Oui, effectivement. Alors, Belmec a raison. Effectivement, l'occasion du débat. Moi, je parlais de l'importance du débat aujourd'hui en Algérie avec les Algériens, entre les Algériens. C'est ça qui est essentiel. Si on veut une solution nationale, parce que il faut savoir aujourd'hui. Mais autour de quel projet de société? D'abord sur la refondation de l'État algérien. Parce que, alors, si je vais résumer en trois idées un petit peu pourquoi on participe, trois principes, en rappelant que la participation du FFS elle est tactique. Il ne s'agit pas de cautionner un régime, mais alors vous me tendez la perche justement pour citer Aït Ahmed qui dit que c'est une nécessité tactique pour le FFS qui s'inscrit en droite ligne de sa stratégie de construction pacifique de l'alternative démocratique. Alors, à ce régime despotique, destructeur et corrompu. Absolument. Ça, on reconnaît les termes d'Aït Ahmed. Mais en même temps, on va participer quand même. Absolument. Je vais répondre à cette question. Vous avez parlé du printemps arabe. Vous avez parlé du printemps arabe, du fait que il y a eu des changements importants. On a chassé des dictateurs. Chaque pays a évidemment ses spécificités. En Tunisie, ça s'est fait d'une certaine manière, comme en Égypte. Cela ne peut pas forcément se dérouler de la même manière en Algérie, pour des raisons spécifiquement nationales. Alors, nous avons dit, nous participons à ces élections pour donner les chances à un changement non violent en Algérie. C'est-à-dire pour donner les chances pour qu'il y ait un changement pacifique. C'est important parce que nous ne croyons pas qu'il y ait la possibilité de faire un changement démocratique par des moyens violents. Deuxièmement, deuxième idée. Oui. Nous participons à ces élections, non pas pour cautionner, non pas pour sauver un pouvoir, comme ça a été dit. De toute façon, nous avons affaire à un pouvoir qui est moralement condamné historiquement, si on considère le bilan depuis 50 ans. Est satisfait des réformes annoncées par Bouteflika ? Ce sont de fausses réformes. Nous l'avons dit très clairement. Alors, je dis de manière très précise que si nous participons, ce n'est pas pour sauver un pouvoir. Le pouvoir, il est condamné, moralement, politiquement, j'allais dire même biologiquement, il est condamné. On cautionne. Et biologiquement. C'est la politique, c'est pas à vous que je on va dire le contraire. Biologiquement condamné. Notre participation, c'est pour arrêter, stopper le processus de déliquescence de l'État algérien. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, les deux précédentes? Nous sommes dans une situation qui s'est aggravée. Voilà. Alors il faut le savoir qui s'est aggravée. C'est aujourd'hui ou jamais. Oui, alors, Majid, c'est aussi, ne vous semblez pas rejoindre du tout les thèses de... J'ai trois choses à dire. D'une part, on a bien vu que participer à une élection, c'est extrêmement intéressant. On a l'exemple russe récemment, où on a vu apparaître à l'occasion d'élections complètement truquées, un courant démocratique que tout le monde méconnaissait. On a été stupéfait. Peut-être que nous verrons la même chose en Algérie. C'est ce que nous souhaitons. Ensuite, j'avoue que moi aussi, j'ai un peu de mal à comprendre la participation actuelle du FFS. C'est une bonne comparaison avec ce qui s'est passé en Russie. C'est une bonne comparaison, Anouar Belmalek. Oui. C'est-à-dire, moi, personnellement, quand je suis invité en Algérie, j'y vais toujours. Je donne toujours mon opinion. Et peut-être qu'il faut se rappeler de ce proverbe algérien, donc saisir les moindres possibilités de parler. En même temps, le pouvoir algérien est extrêmement malin et peut toujours tout récupérer. Et retour sur le plateau de Sans Transition avec nos invités de ce soir, Anouar Belmalek, Samir Bouakuir et Majid Sioussine, Décennie Noire et bien sûr l'Algérie d'hier et surtout celle de demain au 08 92 23 34 00. Nous avons Omar Tibourtine au bout du fil. Omar, bonsoir. Bonsoir. Merci de mettre vos casques, messieurs, afin de pouvoir donc réagir ou rebondir. Omar, vous avez suivi bien entendu l'émission depuis le début ou vous l'avez pris en cours? Non, je l'ai prise en cours parce que, comme vous savez,
je suis dans un endroit où on n'a pas accès facilement aux lignes directes. Docteur Monsieur Omar Facile le sait. Tibourtine, il vous salue, Majid. Je vous salue tous, bien sûr. Alors, Monsieur Belmelek, Monsieur Siahossine, Monsieur Bouakwir et notre animatrice principale, Madame Nadia Bey. Alors dites-moi, vous avez été pendant longtemps au RCD, vous y êtes toujours ? Je le suis toujours. Ah ouais, d'accord. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que Saïd Saadi a jeté l'éponge. Il a surpris plus d'un. C'était imprévisible en fait. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut avoir une lecture politique justement de ce départ inattendu de Saïd Saadi ? Et puis bon, on rappellera que le RCD a décidé de ne pas participer aux prochaines élections législatives, alors que le FFS participe. On a l'impression qu'il y a une alternance FFS-RCD. Allez-y. Alors, ce qui est faux. Hein. On reprendra tout à l'heure. C'est souvent le manager qui jette l'éponge, c'est pas l'acteur lui-même. Voyez-vous. Donc Saïd Saadi ne peut pas être à la place de quelqu'un qui jette l'éponge. Voilà. Ça veut dire quoi ? Éclairez-nous. L'éponge, c'est un manager d'un des deux boxeurs qui, voyons, sont protégés au bord du chaos et pour des raisons humaines et sportives, parce que la boxe était connue pour être un noble art. Oui. Son manager jette une serviette sur le ring pour arrêter le massacre. C'est ça, jeter l'éponge. Donc Saïd Saadi n'a pas jeté l'éponge. Saïd Saadi a fait un geste pédagogique. Digne d'un démocrate, c'est bien ça ? Voilà. Oui, c'est même bien sûr en tant que démocrate, mais aussi dans un but pédagogique, mais aussi parce qu'il sait que derrière lui il y a des gens qui sont à même de prendre le flambeau, de ne pas laisser tomber ce combat honorable ô combien. Et voilà, il n'a pas jeté l'éponge. Et puis. Je crois que ceux qui ont lu... Après avoir dirigé ce parti pendant 23 ans, j'ai envie de dire même sans partage, comment on peut interpréter justement aujourd'hui ce geste ? Je crois qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, avec tout ce qui se passe autour de nous, et il a jugé, et certainement la préconisation en fait, les événements vous font changer, vous font évoluer, et je pense que c'est un geste hautement significatif que d'être pour l'alternance, que d'appeler des gens beaucoup plus jeunes, Monsieur le Président Mahfouz Belabès, Belabès, pardon, c'est pas Mahfouz, c'est Mohsen, est un monsieur qui a 42 ans, c'est-à-dire qu'il a été nourri, vous semblez dire que c'est une belle relève. De 1988, donc c'est un monsieur bien averti. Voilà. Il laisse la maison entre de bonnes mains, je pense. Voilà, on l'espère en tout cas. Restez avec nous, Omar Tibourtine. Vous allez réagir tout de suite, mais on prend tout de suite un autre appel au 08 92 23 34 00. Nous avons qui avec nous, le Bézri ? Bonsoir, monsieur ou madame ? Bonjour. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous. C'est le Houari à l'appareil. Houari, vous nous appelez d'où ? De Paris, là. De Paris, vous avez bien sûr suivi le débat. Avez-vous des questions ou des commentaires à faire sur... Oui, premièrement, j'ai un premier commentaire pour vos auditeurs, plutôt vos invités. Vos invités, oui. Voilà, premièrement, ce n'est pas le 11 décembre qui a fait... la première revendication ne s'est pas faite à Alger. Elle s'est faite à Intemouchent le 9 décembre 1960, en présence du général de Gaulle. Et la ville d'Aïn-Temouchent, c'est une ville de colons qui représentait le plus grand centre vignoble d'Algérie dans ce temps-là, où la production vinicole était la première au monde. Alors, 11 décembre, 9 décembre 60, Samir Bouakwir. Les Temouchentois sont sortis dans la rue en présence du général de Gaulle à la mairie d'Aïn-Temouchent en criant « Algérie, Algérienne, nous voulons l'indépendance ». Ouais. Oui, non, mais pour les rappels de l'histoire, c'est important de le préciser. Voilà, c'est très important pour ces gens-là, peut-être qu'ils ignorent un peu comment se sont déroulés les événements. Et cette situation a déstabilisé le général de Gaulle à Temouchent. Auprès de cette ville de colons, les Temouchentois sont sortis, femmes, hommes, enfants, dans la rue, crier « Nous voulons l'indépendance, nous voulons Algérie, Algérienne, nous sommes pour l'indépendance de l'Algérie ». Et de là, elle s'est translatée
vers Oran et le 11 décembre à Alger, effectivement, où il y a eu le massacre de population algéroise. Alors merci Ouari pour ce complément d'information. Avez-vous d'autres questions à poser ou des compléments d'information à rajouter? Bien sûr. Alors pour les compléments d'information, je voulais dire que le problème avant l'indépendance de l'Algérie, oui. en parlant du 19 mars, que c'est une date historique pour les moudjahidines, pour le peuple algérien. Après 1 500 000 morts, on ne peut pas aller plus loin que ça avec une population déshéritée à l'intérieur du pays. Premièrement, il y a eu une petite scission entre le GPRA oui. et l'état-major, mais malgré cette scission qui a été provoquée bien avant le cessez-le-feu, par l'état-major en envoyant des émissaires au château d'Aunois pour essayer de récupérer en premier lieu Boudiaf Allah yarhamou, en deuxième lieu récupérer Sibn Billah pour prendre le pouvoir entre l'état-major et le groupe de Tlemcen, au détriment du GPRA qui avait fait les négociations en présence de l'état-major au niveau de Melun et d'Évian, et que cette situation a ramené le problème de la scission à l'indépendance de l'Algérie, avec tout ce qui est apparu par la suite. Voilà. Alors vous avez parlé de scission que vous qualifiez de petite, en tout cas scission, oui, il y a eu scission. Oui. Mais, cher monsieur, cher monsieur, j'ai l'impression que nous sommes en train de ramener les causes de l'état où se trouve actuellement l'Algérie à des petites questions de préséance entre tel et tel. Moi, c'est pas une histoire de petite querelle. Oui, Monsieur Ouari, on va laisser notre invité vous répondre et rester avec nous. Je pense qu'il faut parler de choses beaucoup plus importantes dans le sens qu'est-ce qui a déterminé ensuite l'état où se trouve l'Algérie actuellement. Je pense que c'est dû d'abord à la manière extrêmement autoritaire dont le FLN a mené la libération. Il est évidemment pas du tout question de mettre sur le même plan le colonialisme qui a brisé l'Algérie pendant 132 ans et la libération. Moi, mes parents participent à la guerre de libération. C'est quelque chose évidemment, c'est la quasi-totalité des gens en Algérie ont des gens qui ont participé à la guerre de libération. Mais je veux parler des gros équilibres. Le pli qui a... Pardon. On peut pas parler tous en même temps parce que ça va être une véritable cacophonie. Oui, mais ça s'entend, Ouali, ça s'entend. Oui, non, mais je crois que simplement, Monsieur Ouali, c'est simplement pour dire... Monsieur Ouali, restez avec nous, on va donner la parole à nos invités. Je pense que parler des péripéties, etc., de la lutte de libération, on peut consacrer pour cela quasiment un séminaire, un colloque. On peut pas en 2 phrases. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que c'est la confiscation dès l'indépendance du pouvoir, c'est-à-dire c'est l'instauration d'un ordre autoritaire et c'est le refus de la démocratie. Notre auditeur semble contester. C'est bien ça, Ouari ? Voilà, il est parti, il peut revenir s'il veut, en tout cas, le téléphone sonne, on va tout de suite enchaîner avec d'autres appels. Bisous, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, présentez-vous. C'est Mouend, en fait, je souhaite juste participer au débat. Vous êtes en direct avec nous, allez-y Mouend. Oui, c'est pour répondre justement à celui qui défendait le RCD à cet instant, et je m'inscris totalement dans la ligne philosophique idéologique de M. Zamer Bourkouir. Ça d'une, puisque le FFS est un parti qui n'est pas néophyte sur le plan politique, c'est un parti d'opposition démocratique, on le connaît tous, hein. Mais celui du RCD, je pense, cette alternative qui s'est passée au sein du RCD, on peut dire que il était à la chinoise. Et encore, les visées de Saïd Sardi, c'est 2014, je pense. Donc, on n'a rien à apprendre du RCD. Il a déjà arrêté le processus démocratique en 91. Il a participé au crime alors là, pas d'accusation, Mohamed, parce que là, vous engagez la radio. Et Omar Tibourtine est avec nous, il va tout de suite vous répondre. Est-ce que Omar est toujours avec nous? Omar Tibourtine? Seulement il est avec vous, Omar, il écoute Omar, justement, notre auditeur, Mohamed vient de dire que Saïd Sardi n'a plus rien à nous apprendre et ses visées, on les connaît, c'est 2014. Est-ce vrai? Bien écoutez, lire dans le mar du café, ça peut faire l'objet de beaucoup de discussions et non, je crois qu'il faut être sérieux, enfin sérieux et responsable. Je ne sais pas
s'il se prépare pour 2014 ou autre chose, aujourd'hui, il a fait un devoir qui est le devoir pédagogique, un devoir qui est un devoir démocratique. On devrait le savoir, ça. Écoutez, on est en France, ici, on est déjà sur 2017 et un homme politique devrait communiquer avec sa base sur ces questions, sur les échéances électorales, Omar Tibortine. Je veux bien, mais à partir du moment où il a dit ce n'est pas, comme on dit, dans les tuyaux, où personne n'en a. Mais un parti doit se projeter dans l'avenir, Omar Tibortine. Oui. Personne n'en parle dans les travées du RCD, où la personne elle-même vous dit que je me retire pour écrire et met en place avec toute son équipe un processus qui va de l'avant avec des gens qui sont bien formés au parti et la pépinière est grande. Alors comment justement est-ce que vous dites la pépinière est grande? Je pensais que ce genre de passation se faisait à travers un congrès. Ça s'est passé à travers un congrès. Si vous permettez, c'est pas un débat sur le RCD. Je pense qu'il faut parler sérieusement des questions. Voilà, on parle de avec en filigrane la décennie noire. Comment construire la maison Algérie de demain? C'est question partisane. Restez avec nous, Omar. C'est parce que j'ai été interpellé sur le RCD. Je peux parler de... Oui, un auditeur, il répond à un auditeur, effectivement. À ce moment-là, il aurait fallu peut-être l'inviter sur le plateau. Samir Bouakuir, restez avec nous, Omar Tibortine. Oui, moi, je voulais simplement revenir sur cette échéance, puisque tout à l'heure, je voulais reprendre la parole, mais comme il y avait la pub, et donc comme je ne perds jamais le fil, donc je reprends le fil de la discussion. Très rapidement, très rapidement. C'est simplement pour dire, par rapport à ces gens, il faut sortir d'une vision dichotomique de la situation en Algérie. Nous ne sommes pas dans ce qu'on peut appeler une dictature classique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pouvoir avec des appareils répressifs, la police et l'armée, et de l'autre côté un peuple homogène. Aujourd'hui, nous avons affaire à un système qui a été imposé par un pouvoir depuis 62, mais un système qui se reproduit par les individus et par la société. Aujourd'hui, nous avons affaire à un pouvoir qui dépolitise la société algérienne, qui dépolitise la jeunesse algérienne. Quelles sont les forces politiques présentes aujourd'hui en Algérie? C'est pour cela, pour terminer ma phrase simplement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on dit nous participons pour remobiliser la société, pour recréer, pour faire émerger une véritable culture civique en Algérie. Attendez, voilà le sens de la participation. C'est très beau ce que de dire Samir Bouakuir, mais que reste-t-il du FFS, j'ai envie de dire, après cette longue absence? C'est très beau, où sont les cadres du FFS? Où sont-ils, justement? Non, mais les cadres du FFS sont bien présents. Pour changer le cours de l'histoire, pour changer le destin de l'Algérie. Les cadres du parti sont bien présents. Il y a une détermination. Ce n'est pas facile, le contexte dans lequel évolue l'Algérie, dans lequel évoluent les partis politiques. Ce n'est pas facile. Mais malgré ça, vous avez accepté et malgré ça, nous allons combattre avec les Algériens. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, nous n'allons pas dans une démarche paternaliste. Nous disons, aujourd'hui, il faut reprendre, disons, son destin en main. Et on s'adresse aux Algériens et aux Algériennes. Aujourd'hui, il est important, le premier antidote au système algérien, c'est reposer le problème de la citoyenneté. Voilà. Alors, Majid Seossine est tout de suite après. Vous voyez, le téléphone sonne, un standard explosif ce soir. Moi, je ne suis pas un politique. Mais là, on est sur une émission sur la décennie noire. On a vu le printemps arabe il n'y a pas longtemps. On est tous d'accord que l'histoire de l'Algérie s'est tragiquement évoluée comme elle l'est aujourd'hui parce qu'on a confisqué toute parole libre. Il faut que tous les politiciens, que ce soit le RCD, le FFS et les autres, et tous ceux qui voudront participer démocratiquement au débat, tous les nouveaux partis qui sont nés, qu'ils réfléchissent à ce que sont devenus les printemps arabes qui se terminent en hivers arabes. Qui va être capable de mettre en place une alternative démocratique vraie? Qui va y travailler? Qui va faire des propositions et qui va donner envie au peuple qui est complètement désintéressés des enjeux politiques, laissez-moi finir, je vous prie, qui sont totalement désintéressés des enjeux politiques, complètement sans aucune culture politique, qui va leur redonner l'envie et le goût de croire qu'on peut changer et faire une autre Algérie. C'est ça le rôle des politiques. Justement, le rôle des politiques aujourd'hui, la plus grande... Si nous ne voulons pas avoir une république salafiste demain en Algérie, méfions-nous, 25% en Égypte. Alors, la plus grande inquiétude pour le 10 mai prochain, justement, c'est l'abstention, justement, d'où les discours répétitifs de mobilisation des Algériens et Algériennes qui aujourd'hui n'ont pas d'engouement pour les élections. Peut-être que ça se comprend, je veux dire. Par exemple, moi, quand je vois ces élections s'approcher, la tentation de ne pas y prendre part est très forte parce que évidemment que le pouvoir a déjà préparé des quotas.
l'habitude génétique, biologique du pouvoir algérien. Je ne vais pas me dérober. Oui. Pour peser, il faut compter sur l'échiquier politique, et dans une assemblée, si vous n'avez pas le quota suffisant, vous ne pouvez pas produire des lois ou proposer des lois, et vous ne pouvez pas peser. Et ça, c'est une réalité mathématique. C'est-à-dire que la très grande habileté du pouvoir algérien est la suivante. Il a été capable jusqu'à maintenant de s'accommoder de toute opposition. Il a été capable de s'entendre. Et il a été capable de domestiquer l'opposition au point, par exemple, c'est quand même assez extraordinaire, que même l'opposition d'extrême gauche et obéit au doigt et à l'œil au président. Je veux dire, il y a une quinzaine de trotskistes, et les lois les plus antidémocratiques sont votées des deux mains sur tout l'échiquier politique, à part probablement quelques individualités. Vous avez utilisé le terme domestiquer, ça se dire justement que le pouvoir va également domestiquer un parti qui était jusque-là résistant. Alors tout de suite, oui, simplement pour dire, pour apporter simplement un bémol par rapport à ça. Nous, on participe, c'est une participation tactique. Nous ne faisons pas d'illusions. Le pouvoir va essayer d'organiser ces élections pour assurer sa survie, ça c'est incontestable. Mais nous posons le problème au-delà de ces élections. Nous disons que si le pouvoir organise ces élections pour sa survie, nous participons pour remobiliser la société, pour reconstruire. Ce n'est pas une finalité. Il y a aussi la survie du FFS. Ce n'est pas, oui, remobiliser le parti, absolument. Oui. Mais ça aussi c'est une réalité. Pour nous, si je peux me terminer un mot, si vous permettez. Oui, pour nous, c'est la finalité, ce n'est pas l'élection. C'est un début d'un processus de reconquête par les citoyens. Le FFS est un instrument. Il s'agit de l'utiliser. Nous le mettons à la disposition des Algériens. Mais il faut nous battre. Cher ami, je vais vous dire quelque chose. Sans paternalisme, sans évidemment dire que ces élections vont régler le problème. Ces élections ne vont pas régler le problème fondamental du pouvoir en Algérie. Puis je me permettre une opinion. Avec tout le respect que je dois à Ahmed, qui est un gars, qui est un monsieur remarquable, etc. Il me semble, de la position où je suis, que le FFS, malgré tout, fonctionne un peu comme le FLN, avec une espèce de leader incontesté qu'on ne voit quasiment jamais, qui n'est pas présent sur le territoire national. Et voilà, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une espèce de messalie Non, mais ne vous hasardez pas à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Laissez-moi terminer. D'accord, très bien. Je veux dire, ce genre de comportement qui fait que quelqu'un de loin donne une espèce de direction un peu comme s'il était dirigeant de droit divin, est-ce que au fond ce n'est pas le même comportement que pour vous connaissez le fonctionnement du FFS? J'en parle moi comme citoyen ordinaire. Vous parlez d'un citoyen. Alors il faut simplement pour répondre. On va pas faire le procès du FFS ce soir. On ne doit pas sortir du sujet. Et c'est vrai que le parti était connu comme tel. Il s'agit de faire le procès du système plutôt. C'est plus intéressant de faire le procès du système que de l'opposition. Vous savez, c'est ce qu'on reproche à Ahmed. C'est ce qu'on reproche au FFS en Algérie. Je constate que beaucoup d'élites en Algérie, entre guillemets, sont plus promptes à critiquer le FFS plutôt qu'à critiquer le système en place. Vous avez entendu critiquer le système. Je vais vous dire une chose. Avant de porter un jugement sur un parti politique, il faut savoir comment il fonctionne. Toutes les instances du parti, de l'échelon de la section à la fédération, sont élues démocratiquement. Et je dirais, ce n'est pas du tout le cas de tous les partis en Algérie. Il y a des partis qui se disent démocratiques, mais qui nomment leurs responsables fédéraux ou régionaux. Toutes les instances du FFS sont élues. Il se trouve qu'à la tête du FFS, il y a quelqu'un qui a un parcours historique, qui a un poids politique. Il faut le reconnaître. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est comporté, il s'est jamais comporté de manière autoritaire. Nous avons fait un débat. Vous savez, pour prendre la décision de participer, il a fallu faire un débat. Il a fallu faire un débat que nous avons eu. Aucun des partis politiques. Le syndrome du zaïmisme, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Enfin, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue des officines du système. Mais le débat démocratique, on l'a eu à FFS. Aucun des partis en Algérie n'a organisé de débat pour trancher leur décision, que ce soit participer ou que diriez-vous aux jeunes? Je vais trancher pour les auditeurs au 08 92 23 34 00. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur, présentez-vous. Mohamed de Valdoise. Alors, Mohamed, bienvenue. J'ai deux observations. Je vous en prie. La première sur le 19 mars. Oui. À partir du 19 mars, pour la ville d'Oran, pour le mois de mars, 800 attentats. Est-ce que vous pensez que le gouvernement algérien, il va fêter la terre brûlée
Ça, c'est la première observation. Oui. Deuxièmement, le 11 décembre, qui a commencé le 9 décembre, effectivement, à Timoshent, Oui. il est toutes les années dans le calendrier, tout le temps, vous n'avez qu'à regarder la télévision algérienne. Oui. Il est comme le 20 août, comme le 19 mars, mais il n'est pas férié. La deuxième remarque, Oui. j'aimerais m'adresser aux gens du FLN, des FFS et du RCD. Oui. Là où vous gagnez, et notamment en Kabylie, cette partie de l'Algérie, elle est habitée par des hommes vaillants. Là où vous gagnez, ce sont des hommes vaillants. Partout ailleurs où vous perdez, le reste de l'Algérie est habité par des veulles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors dites-nous, alors réaction tout de suite avec vous. La deuxième remarque. Maintenant, vous nous dites qu'il y a des quotas. Vous avez la preuve? Oui. On n'a pas bien saisi le sens de votre question. Mohamed. Le CD des corps électoraux. S'il vous plaît. Vous avez la preuve? Mohamed, on n'a pas compris le sens de votre question, justement, pour permettre à nos invités de répondre. Deuxièmement, il alterne. Quand le RCD boycott, l'autre il participe. Parce qu'ils ont le même électorat. Que l'un ou l'autre, il non, mais je vous arrête. Réponse tout de suite avec vous. C'est un jeu de chaises musicales. Alors, chaise musicale, répondez à cette question, Samir Bouakleb. Calmez-vous, il n'y a pas de chaise musicale. Cette histoire d'alternance RCD-FFS, c'est complètement faux, puisque en 97, le RCD et le FFS ont bien participé, et en 2007, ils ont boycotté, en 2002 également. 2002-2007. Voilà, et ils ont boycotté, en 97 et en 91 également, il y a eu la participation. Donc en fait, bon, il n'y a pas d'alternance, bon, ça c'est vraiment une idée stupide. Oui, d'où l'intérêt de cette émission, et il faut justement expliquer à nos auditeurs. Deuxièmement, le FFS, c'est le continuateur du congrès de la Soumam, hein. C'est le continuateur des résolutions du congrès de la Soumam, c'est-à-dire la primauté du politique sur le civil. Aujourd'hui, la crise algérienne, c'est justement l'absence. Le système est construit contre la politique et contre le politique. Nous cherchons à réhabiliter justement le politique en Algérie. Donc, continuateur du mouvement national, parce que nous sommes un parti national, nous n'opposons pas des régions entre elles, bien au contraire. Nous présentons des listes partout en Algérie, nous espérons avoir des élus partout en Algérie. Donc, il faut arrêter d'opposer les Algériens les uns aux autres. Un instant. Alors, Anouar Ben Les Malek. références historiques du type congrès de la Soumane, ne pensez-vous pas que ce genre de propos ne peut pas être entendu par les jeunes de maintenant? La guerre de libération est vraiment très loin en arrière. Proposer, dire à quelqu'un que je tiens à ma légitimité du congrès de la Soumane, est-ce que ce n'est pas au fond des réflexes FLNistes? Et je le dis, on est dans la légitimité historique. On est dans la légitimité politique. Je le dis en toute amitié. Oui, absolument. Parce que inscrivons-nous dans l'avenir. On est dans la légitimité historique. Mais je crois que ce qui préserve aujourd'hui notre pays, parce que tout à l'heure, notre ami Majid a dit quelque chose de bien, faisant en sorte à ce que les printemps arabes ne se transforment pas en hiver, etc. Ouais. Attention, ce qui fait la force de l'Algérie, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Algérie est préservée, c'est qu'on a un capital historique essentiel. Hein. Le mouvement national, c'est la lutte de libération nationale, c'est un référent fondamental pour notre pays. Mais pas sacré. Il faut pouvoir en parler avec mais ça reste vérité. On en parle avec vérité. Brisons les icônes. La révolution algérienne, ça a été fondatrice, la révolution algérienne. On ne peut pas aujourd'hui, et moi je m'interdis, et je n'accepte pas ces révisionnismes qui s'instillent comme ça de manière sournoise en essayant de déconstruire le mouvement national parce qu'il y a eu quelques dérives. Attendez. Quand on parle de mouvement national, on n'a pas eu l'occasion, il n'y a pas d'espace de débat libre en Algérie. Lorsqu'il y aura des construisons. Alors, monsieur Ben Malek, là où on peut être d'accord, tous les trois, c'est dire qu'aujourd'hui, il faut construire un espace de débat libre où les gens interviennent, où les gens parlent librement sur le mouvement national, sur la révolution algérienne, pour intéresser les jeunes. Alors, voilà. Et nous voulons intéresser sur le changement. C'est ce qu'il faut faire. Ayons ce débat. Respectez le temps de parole. Alors, on prend un dernier appel, vous voyez. Donc, je promets à nos invités de revenir sur ce sujet qui les passionne visiblement parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Un dernier appel, Bezri. Bonsoir, monsieur ou madame. Nous avons quelqu'un au bout du fil, Bezri. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Nadia. Écoutez, j'ai eu du mal à vous avoir. Mais oui, voilà, je vous le disais, c'est explosif ce soir. Ce que j'ai constaté, c'est une querelle interne. On croyait que le RCD et le FSS sont sur le plateau. Du coup, ça nous montre qu'il n'y a pas d'unité.
Et ça, c'est un point. Quand on se proclame pour des législatives ou pour des élections, n'importe, il faut, je pense, un projet bien ficelé avec, je veux dire, des fondements. Un deuxième point, le RCD et le FSS, au niveau de l'Algérie, au niveau national, ils ne regroupent pas l'adhésion de tous les Algériens. Et s'il n'y a pas l'adhésion de tous les Algériens... Qu'est-ce qui vous fait dire cela, madame? Pardon. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Non, mais au niveau de l'Algérie... Oui, sur quoi vous vous basez pour dire cela? En Algérie, on voit la population algérienne, il n'y a pas une adhésion au niveau national. Mais qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Au niveau de l'Algérie, oui. Je vous pose... Oui, au niveau de... J'ai bien compris. Le FFA, c'est un parti qui a une dimension nationale, j'ai bien compris. De la population algérienne... Mais vous savez quoi de la population algérienne? Il y a une division... Mais qui c'est qui a créé la division, madame? Laissez-la parler. Pas tous les Algériens. C'est ça le problème du RCD. Mais il n'y a pas de problème du RCD-FFS, madame. Qu'est-ce que vous racontez là? Qui a parlé de problème RCD-FFS? Je sens qu'il y a une querelle. Vous sentez mal, madame. Il y a une querelle, on jette l'éponge. Mais non, il y a... Non. Myriam, nous sommes dans le débat politique. Absolument pas. Et là, nous sommes en face d'une génération de ces élites qui ont quitté l'Algérie pendant cette décennie noire. Et c'est tant mieux que s'il y a débat démocratique ici en France. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait ce débat en Algérie même. Merci, Myriam. Merci à vous, amis auditeurs. Alors, 30 secondes pour conclure très rapidement. Majid, Anouar Belmalek et après Samir Bouakuir, très rapidement. Moi, ce que j'ai envie de dire aux politiques et en Algérie, c'est que là, il serait temps de tourner la page. La révolution nationale, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la colonisation, ce sont des repères intangibles, mais ils ne doivent pas fonder perpétuellement le débat politique en Algérie. La vraie question de l'Algérie, c'est comment va-t-elle s'inscrire dans la modernité et le changement, et comment ce pays va commencer à avancer, puisque nous parlons à la moitié de la population qui a moins de 40 ans et qui n'était pas née au moment de l'indépendance. Très bien. Vous le rejoignez, Anouar Belmalek? Oui, 30 secondes. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je dis les icônes du passé, ce ne peut pas être l'avenir de l'Algérie. La vérité est la seule chose qui est en enjeu actuellement. Alors les icônes du passé ne sont pas l'avenir de l'Algérie, Samir Bouakuir, oui, alors pour conclure. Oui, alors les jeunes, bon, j'ai la quarantaine, donc je peux me considérer comme étant jeune, même si j'ai des cheveux blancs. Donc je suis de la génération après indépendance, effectivement. Je suis aussi intéressé par les questions, par l'avenir de mon pays. Je suis émergé dans la modernité, etc. Simplement, il y a une chose. C'est terminé. Il ne faut pas opposer les générations entre elles. Voilà, ça c'est une erreur fondamentale. La bonne conclusion. Merci Samir Bouakuir, Majid Seoussine et Anouar Belmalek.